Il peut arriver à Mashima lors de postface de tomes, que ce soit par exemple pour Raidmaster, Eden Zero ou encore Fairy Tail, de raconter deux trois petites anecdotes en ce qui concerne l'écriture du manga, de telle ou telle scène, de trucs qu'il avait oubliés, qu'il a peut-être dit en live. Et dernièrement, il a fait deux space Twitter. J'avais envie dans cette vidéo de vous faire un petit récap, un petit truc, alors peut-être pas trop digeste, en fonction de comment vous souhaitez regarder cette vidéo. De toute façon, elle sera chapitrée. Et donc dans ces lives, il est revenu sur certains trucs en ce qui concerne Fairy Tail, notamment la quête de 100 ans ou Fairy Tail tout court, et quelques petites anecdotes que je vous ai donc compilées, je vous ai donc compilé ça. Vous retrouverez la source d'ailleurs qui a traduit tous les spaces en anglais dans la description de la vidéo, parce qu'on remercie quand même la personne qui traduit en anglais et qui m'a permis de récupérer toutes ces infos là, et donc de me les noter et de vous les donner. Lors de la première version de Fairy Tail, Mashima avait décidé d'en faire un monde post-apocalyptique où la guilde était en fait une guilde de livraison et où le MC, donc Natsu, qui s'appelait déjà Natsu, courait très vite parce qu'il avait le mal des transports. Donc il y avait déjà en fait cet ensemble du mal des transports, mais le MC qui s'appelait donc déjà Natsu, je pense que ça il l'avait réfléchi bien en amont. Mais le monde post-apo, c'est vrai que ça aurait été quand même pas trop mal, mais bon c'est pas... Avec du recul, est-ce que c'était vraiment la bonne idée? Bah pour le coup, visiblement non, puisqu'il a décidé d'en faire autrement. D'ailleurs, quand on parle de Fairy Tail, on parle de son nom, parce que lors de la création du nom du manga, son éditeur avait mal écrit le nom du manga, en l'écrivant tel qu'on le connaît, Fairy Tail, donc que de fées, si on le traduit en français, sauf que la base, en fait, ça devait être Fairy Tail, conte de fées, donc Tail, T-A-L-E, et pas Tail comme une queue, T-A-I-L. Vous avez compris la subtilité? Sauf qu'en fait, Mashima, il a trouvé ça accrocheur comme nom, même si c'était une erreur, mais c'est resté comme ça. Voilà, c'est resté tel quel, il a trouvé l'idée, il a trouvé le nom sacrément stylé, donc il l'a gardé comme ça, et il a conçu du coup ce petit lore et cette phrase que l'on connaissait bien, Fairy Tail, est-ce que les fées ont une queue? On sait pas trop, en fait voilà, c'est un mystère dans lequel on n'aura jamais vraiment de réponse, et je trouve ça intéressant quand même, qu'une question n'ait pas de réponse comme ça entretient justement cet aspect légendaire de la guilde, et je trouve que d'avoir gardé le nom, c'est quand même pas trop mal. Il a dit que la majeure partie de l'intrigue n'était pas prévue, sauf que Natsu cherchait Ignir. Ça, bon, pour le coup, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit il y a un bon bout de temps, que en fait il écrivait Fairy Tail au jour le jour, et qu'il avait absolument pas l'intention d'en faire le manga aussi long qu'il a écrit, mais qu'il avait déjà du coup gardé l'aspect de Natsu cherchant Ignir. Ça fait littéralement, c'est littéralement présent dans le chapitre 1, en Natsu qui recherche Ignir, qui tombe sur Lucie, ah je cherche un dragon de feu, machin. On avait déjà cet aspect recherche du personnage, mais que rien n'était prévu à la base en ce qui concerne tout le reste. Notamment en ce qui concerne Gildars et Kana, notamment leur lien père-fille, c'était absolument pas prévu dans l'histoire. Ou encore la relation Natsu-Zelef en tant que frère, c'était absolument pas prévu dans l'histoire. Et c'est venu au fil du temps qu'il écrivait le manga, il a écrit les relations entre les différents personnages. Pour ça, Mashima a dit que, à part qu'Erza porte une armure et soit une grande sœur pour Natsu, il avait absolument rien décidé la concernant en termes d'histoire, en termes de background ou quoi. Bon, visiblement, ça lui est venu un peu à l'idée par la suite, mais c'est vrai qu'Erza n'était pas trop prévue de devenir celle qu'elle était aussi par la suite du manga. Mais c'est cool qu'elle soit devenue aussi l'un des personnages préférés des fans, et il en est très content de ça, et c'est pas plus mal parce que soyons honnêtes, Erza est quand même un personnage très 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 apprécié de la fanbase Fairy Tail. Pendant le live Fairy Tail qui a été diffusé il y a pas très longtemps, où ils ont rediffusé l'entièreté de la série animée, donc les 328 épisodes, et il a trouvé quelques petites scènes originales dans la série animée, donc qui ne font pas partie du manga, quelques petites scènes dites filler. Et il avait beaucoup aimé ces petites scènes ajoutées. On pense notamment, allez, c'est ce qu'il a dit, notamment l'une des scènes à Edolas où Natsu et Wendy visitent une boutique de magie. Et depuis Tenro, il adore les ajouts qu'ont fait l'animé. Et que c'était cool, même s'il n'avait pas tout repéré au fur et à mesure de son visionnage. Il les a regardés, il en a remarqué 2-3 par rapport à ses souvenirs et de ce qu'il avait ou non écrit dans le manga. Mais que les ajouts, en tout cas, toutes celles qui se trouvent après Tenro, il les a toutes aimées. On le savait déjà, mais il a fait une partie de la Guiltar
dans l'opening 3 de la série animée. Oui, à un moment donné dans l'opening, peut-être au courant du refrain, ou en tout cas à un moment donné dans l'opening, c'est lui qui fait un riff de guitare, donc pour l'opening 3, FT de Funkist. Même si il se trouve complètement nul à la guitare, il n'en reste pas moins fier d'avoir fait partie intégrante. Il est mis il est mis sa patte, même si voilà, elle est un peu pourrie, mais voilà, il est quand même fier d'avoir fait partie intégrante de la production de la série animée, même si il y était indirectement. Attention, il y était concerné. Hein, il a été convié plusieurs fois par le comité de production pour certaines décisions, notamment le Hechi, où il savait pas trop ce qu'il devait faire concernant une scène en particulier, et c'est très bien comme... c'est une anecdote que j'avais pas rajoutée, je me permets comme ça de l'ajouter aussi, c'est un peu gratuit, concernant l'une des scènes de Tartaros, notamment la scène de torture de Erza, où le comité de production, le studio d'animation, excusez-moi, je cherchais le terme, savait pas trop quoi faire avec cette scène. Est-ce qu'il la mettait exactement comme dans le manga, c'est-à-dire vraiment très trash, où Erza vraiment est à poil et tout, vraiment à fond, et Mashima il a carrément rétorqué en mode ouais non, c'est un peu trop pour une série animée, faut pas forcer, et donc ils ont décidé de censurer la scène et donc de donner à Erza des vêtements dans l'animé, parce que ça aurait fait un peu trop trash en fait de faire ça dans l'animé. Ça aurait, même si ça aurait été fidèle, c'est voilà, je veux dire, beaucoup d'ailleurs ont souligné ça quand c'est sorti à l'époque, en mode c'est pas comme dans le manga, ils ont édulcoré un peu l'animé, ils ont retiré, ils ont censuré certains trucs, mais cette scène-là en particulier, Mashima a été vraiment... et le studio l'a appelé en mode qu'est-ce qu'on fait sur cette scène, est-ce qu'on la rend fidèle au manga ou pas, et Mashima a dit ouais non, faut pas abuser les gars, là on frôle vraiment la limite quoi, vraiment. C'est drôle, et c'est drôle d'ailleurs qu'il puisse dire ça. Vous verrez peut-être plus cette scène de la même manière maintenant que vous reverrez l'animé, c'est totalement gratuit. Passons allez, vite fait à Edolas, avec notamment Edo Gajil, qui a été créé uniquement dans l'animé. Oui, le fameux Gajil, vous savez, hein, qui est journaliste, avec son chapeau et tout. Il n'existe pas dans le manga, hein, il est uniquement... il a été créé pour l'animé, c'est un personnage totalement original. Mais son design a été approuvé par Mashima, donc on lui a posé la question, il a vérifié, il a approuvé le truc, et il avait d'ailleurs fait une erreur dans le manga de dessiner un foulard à Edo Natsu. Or je sais pas trop pourquoi, peut-être que l'animé ne l'a pas fait, mais peut-être parce que justement le foulard en rapport avec l'écharpe de Natsu, peut-être que c'est une erreur, mais il me semble pas que dans l'animé il l'ait fait cette histoire de foulard. Peut-être que d'ailleurs dans l'animé ça a été corrigé. J'aurais dû vérifier l'info avant. La triple Lucie d'ailleurs aussi dans Edolas était une scène originale de l'animé. Et Aya Hirano, donc la seiyuu de Lucie, a dit que c'était compliqué à doubler, puisqu'il y avait 3 Lucie à doubler, donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, anecdote totalement gratuite aussi, c'est dans la continuité. Passons vite fait à Tenro. Mashima a dit que Kain Hikaru, donc l'un des membres de Grimoire Art, qui s'était battu contre Lucie, que c'était un de ses combats favoris. Voilà, je sais pas pourquoi, ou est-ce que je me trompe dans la traduction, mais qu'il avait beaucoup aimé ce combat-là, notamment qu'il avait aussi dit dans un space plus ancien, je vais y arriver, qu'il avait été inspiré pour ce combat grâce à l'un de ses anciens assistants. Voilà, si j'arrive à lire ce que j'ai marqué, que c'est grâce à ses anciens assistants qu'il avait dessiné ce combat. C'est un combat quand même secondaire, même s'il tourne un peu au ridicule. On se rappelle notamment avec l'histoire de la poupée vaudou là. Enfin, vous vous souvenez hein, de cette poupée vaudou et que le combat tourne totalement au ridicule. Bon après, ça redevient un peu plus sérieux vers la fin. Et donc c'est grâce à un de ses assistants qu'il a imaginé ce côté un peu comique du combat. Et va savoir pourquoi est-ce qu'il kiffe ce combat là en particulier alors qu'il est vraiment très secondaire dans le manga. J'en sais rien. D'ailleurs, pendant Tenro, Sensei a pensé faire un triangle amoureux. Ça va faire jaser. Hein. Ça, d'ailleurs, ça a fait jaser lors du Space. Il avait pensé, pendant Tenro, à faire un triangle amoureux entre Natsu, Lucie et Lisana. Parce que vous savez qu'elle était revenue lors de l'arc d'avant. Hein, après Edolas, elle était donc revenue. Et qui pensait faire un triangle amoureux avec les trois. Mais c'est pas parce qu'il aimait spécialement l'alchimie entre Natsu et Lucie, ni parce qu'il avait peur que Lisana gagne, mais il avait absolument pas l'intention de faire gagner Lisana ou quoi, hein, ni parce que justement la relation entre Natsu et Lucie était fusionnelle, donc il voulait faire une espèce de battle en mode pour les trois, et en mode Lisana vient mettre des bâtons dans les roues à Lucie, puis finalement il s'est ravisé et il est plutôt content de pas avoir fait ça parce que ça aurait créé un bordel, déjà qu'il y a très peu de couples dans le manga qui ont fini par se confirmer, donc faire un triangle amoureux sorti de nulle part, ça n'aurait eu littéralement aucun sens. Et pour finir sur le premier space,
Kinana, étant en réalité Kubelios, donc le serpent de Cobra, n'était pas prévu, ça non plus, comme beaucoup de choses, mais que c'est une de ses assistantes qui s'appelait notamment Kinana, t'as compris? Son assistante s'appelait Kina, et qui aimait beaucoup Cobra, et il s'est dit, bah pourquoi pas? Voilà, elle aimait beaucoup Cobra, elle aimait beaucoup le personnage de Cobra, donc il a écrit ça, Kinana, Cobra, Kubelios, le serpent qui a disparu, il l'a appelé Kinana en rapport avec son assistante. T'as compris? T'as pas compris? Faut que je te le réexplique. Bref, t'as compris. Passons au space numéro 2. Ouais, vous avez vu, ça va plutôt vite. Bon, je me perds un peu dans certaines trucs. J'aurais dû le marquer peut-être pour m'y retrouver un peu mieux. Là, j'ai vraiment noté toutes les infos les unes à la suite des autres. J'aurais dû faire peut-être une page par anecdote et tout pour vraiment que ce soit un peu moins digeste pour moi aussi, pour mieux lire. Mashima Sensei a dit qu'il était surpris par Lechi dans la série animée Fairy Tail. C'est très ironique. C'est très très ironique, notamment dans l'épisode 127 où Lucy est devenue invisible. Vous vous souvenez peut-être tous de cet épisode-là où Lucy disparaît, puis je crois après c'est à la fin de l'épisode, justement ça finit en gag, où Lucy est la seule qui reste. Bon, c'est un épisode filler ou un épisode complètement hors série qui a absolument aucun rapport avec le scénario principal, mais notamment lorsqu'elle marchait nue et que c'était un peu... en fait, on était à la frontière vraiment avec le ecchi, c'était... en gros, c'était l'épisode qui l'a un peu embarrassé, que c'était vraiment l'épisode qui était vraiment, vraiment à la limite. C'est ironique quand même quand tu sais qu'il y a certaines scènes de Fairy Tail vraiment dans le scénario principal qui frôlent la limite bien plus que cet épisode-là. Mais voilà, c'est vraiment cet épisode-là qu'il a trouvé à la limite. Il n'a pas dû voir les OAV pour dire ça, franchement, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'il a vraiment pas dû voir les OAV qui sont littéralement des chapitres bonus que lui-même a dessinés dans le manga, qui frôlent vraiment beaucoup plus la limite que cet épisode filler, qu'il a donc pas écrit. Hein. C'est un épisode entièrement réalisé pour la série animée dont il n'a absolument pas écrit le scénario, prouvant donc que c'est absolument pas de sa faute en fait si cet épisode-là est peut-être limite. Peut-être qu'il a même trouvé que c'était limite parce que c'est pas lui qui a écrit ça. Voilà, c'est comme ça que je le prends en tout cas. Mais bon, c'est un peu débile. Et d'ailleurs, pareil pour Sorano, qui, lorsqu'elle est réapparue dans la série animée de 2019, donc la série finale, la saison finale, il ne se souvenait pas qu'elle était en bikini. On peut lui octroyer ça, à la limite, hein, sachant que plusieurs fois, lorsque des fans lui ont demandé, notamment en live, il me semble, à une époque, de dessiner certains personnages où il se souvenait plus du tout quel était le design des persos, notamment je crois c'est Ignia, on lui avait demandé à l'époque, lors d'un live, de dessiner Ignia, il se rappelait plus du tout à quoi il ressemblait le perso. Donc à la limite, qu'ils se souviennent plus que lors d'une scène en particulier, le personnage était en bikini, on s'en fout un peu, hein. Franchement, c'est pas si grave que ça. Revenons un peu sur la jeunesse de Mashima Sensei, où quand il était jeune et qu'il lisait notamment Saint Seiya, donc dans les années... allez, c'est quoi Saint Seiya? C'est les années 80, hein, tout comme Dragon Ball, donc à l'époque où le Shonen Jump était à son âge d'or, on peut appeler ça comme ça, hein, l'ère Dragon Ball, Saint Seiya, etc. Donc les bonnes années 80, milieu 80, fin des années 80. Et il était déçu à quel point le signe du taureau, donc le personnage de Aldebaran, donc le signe du taureau, probablement au sanctuaire, hein, le chevalier d'or du taureau ou une connerie comme ça, je connais pas parfaitement Saint Seiya, donc n'hésitez pas à me reprendre si je dis n'importe quoi, était nul. Voilà, il a dit clairement qu'il était nul. Et quand il jouait dans la cour d'école, notamment IRP, voilà, vous savez, hein, genre tu prends tel personnage, je joue tel personnage, tu joues tel personnage, et en fait on lui demandait tout le temps de perdre, parce que justement le personnage était nul, était considéré comme nul, et il s'est juré qu'un jour, et le jour où il deviendrait mangaka, du coup je rebondis là-dessus, et qu'il ferait apparaître un jour les 12 signes du zodiaque, donc comme dans Saint Seiya, t'as compris, hein, les 12 signes du zodiaque, tu les connais, pas besoin de te les redonner un par un, qui les ferait apparaître sous formes différentes et avec des pouvoirs différents, histoire de se venger et donc de rendre sa gloire au signe du taureau. Cependant, et comme à la base il voulait faire de Taurus l'esprit le plus fort de Lucie, et que ça n'a finalement pas été le cas, il a été un peu déçu et un peu triste de cette situation, puisque je crois, sans me tromper, hein, que l'esprit le plus fort de Lucie c'est Aquarius. Petit aparté sur la quête de 100 ans, où il a dit notamment, lors d'un chapitre tout récent, vous savez, entre la relation entre Anna et Ichiya, hein, qui se mettent ensemble et qui vont avoir un enfant, bref, je vous refais pas le chapitre, hein, vous l'avez vu comme moi, on l'a lu sur la chaîne, que notamment, il a répondu à une question que beaucoup de gens se posaient entre
l'ancien mari de Hana dans le passé, qui ressemblait beaucoup à Ichiya, et Ichiya lui-même. Beaucoup se sont posé la question en mode c'est un descendant et tout, il se ressemble, est-ce que c'est un ancêtre et tout. Pas du tout, voilà, pas du tout, ils se ressemblent juste, c'est une pure coïncidence, ils se ressemblent, mais ils n'ont absolument aucun lien de parenté. Voilà, Mashima y a répondu, il n'y a absolument aucun lien de sang entre les deux, c'est juste, ils se ressemblent, c'est tout. Voilà. C'est la force des choses qui fait qu'Anna a rencontré un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son mari. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de vous dire ça. Lors de la conception des Spriggan, ouais, parlons peu, parlons bien, des Spriggan, il devait présenter le personnage de Rakade, et notamment le pouvoir de Rakade. Il a donc présenté ça à son éditeur, et donc en l'occurrence les Nemu, hein, vous savez, hein, les pages brouillons hein, du personnage et de son pouvoir, et donc la présentation, le design et tout et tout. Et donc son éditeur n'a pas trop compris comment fonctionnait le personnage, et que ça faisait... Enfin, il se demandait justement, est-ce que ça faisait pas trop shonen, hein, le personnage de Rakade. Il comprenait pas trop le personnage, il savait pas trop si il fallait l'intégrer au manga et tout. Et que Mashima, ça l'a un peu gêné d'expliquer le pouvoir de Rakade. Hein. Je vous refais pas le pouvoir de Rakade, hein, le pouvoir de jouissance, là. Bon, ça a fini par arriver parce que peut-être son éditeur en a rigolé par la suite, on n'en sait rien. Mais voilà. Et d'ailleurs, il repensait à une scène entre Lucy qui réchauffe Natsu, vous savez, hein, la fameuse scène où Lucy se déshabille et donc doit le réchauffer parce qu'il est tombé dans les pommes après son combat contre Grey, hein, notamment après s'être transformé en IND et que la graine de démon a germé en lui et donc il est tombé dans les pommes, il est tombé dans le coma et Lucy doit le réchauffer et il se demandait pourquoi est-ce qu'il avait déshabillé Lucy. Et après coup, ça lui est revenu qu'en fait, il avait ajouté Happy par la suite pour rendre la scène un peu moins ecchi, un peu moins gênante. Parce qu'il s'il avait juste mis Lucy, ça aurait été un peu limite. En mode Lucy qui réchauffe Natsu à Walpé et tout. Bah là, en fait, on met pas que Lucy, on met Happy aussi, histoire d'édulcorer un peu la scène en mode... on la rend un peu plus mignonne et moins gênante. Voilà, c'est juste comme ça, c'est tout. Certains commentaires ont répondu à ça d'ailleurs, concernant cette scène, que c'était du bon fanservice pour Fairy Tail. Et que ça passait bien dans un magazine comme le Shonen Mag, excusez-moi, je reformule. Non, ça passait bien dans le Shonen Magazine, voilà, c'est mieux comme ça. Et que Mashima était plutôt d'accord avec ça, et que le Shonen Magazine était d'ailleurs un peu plus souple en ce qui concerne le ecchi, contrairement à son concurrent premier, le Shonen Jump. Je suis pas trop d'accord avec ça quand même, hein. Le Shonen Jump a eu pas mal de mangas qui frôlaient beaucoup plus la limite que les mangas de Mashima. Donc je suis pas trop d'accord avec ça, en mode ils sont plus souples. Alors peut-être qu'ils sont plus souples, mais dire que ça passe bien dans un magazine comme le Shonen Magazine, où le Shonen Jump a eu quand même des mangas un peu limites, voire vachement plus limites que Mashima, voilà, c'est un avis perso comme ça que je lâche. Si vous trouvez son avis un peu erroné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je trouve personnellement que son avis est erroné, hein. Je pense que le Shonen Jump a été beaucoup plus limite que le Shonen Magazine à ce sujet-là. Et d'ailleurs, que s'il ajoutait plus de comédie au ecchi, ça passerait mieux. Je suis d'accord. Tu peux mettre autant de ecchi que tu veux si ton manga s'y prête. Voilà, si ton manga s'y prête. Genre dans Eden Zero. Très sincèrement, il y a beaucoup de scènes de ecchi qui sont tournées au ridicule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, certaines scènes n'étaient plus trop gênantes, mais justement étant tournées au ridicule, c'est-à-dire tu peux mettre les persos à poil autant que tu veux, si tu le fais tourner au comique derrière, ça passe bien. C'est un peu chiant d'en mettre trop, mais ça passe mieux que simplement faire une scène érotique juste pour faire une scène érotique. Pour ça, on est d'accord quand même. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez personnellement. Mashima aime beaucoup les personnages masculins proches du personnage principal, notamment Wise dans Eden Zero ou encore Musica dans Rave. Et ça lui faisait beaucoup penser notamment à Kulilin dans Dragon Ball qui était proche de Goku lorsqu'ils étaient petits. Et donc ça lui a peut-être inspiré d'ailleurs de faire ça, de faire un partenaire, alors non pas un partenaire direct, on pense à Happy notamment qui fait office de mascotte, mais plus vraiment un perso masculin qui est proche, très proche du MC, comme a pu l'être du coup, je viens de vous le dire, un Musica ou encore... Alors Wise, c'est un peu moins le cas pour Wise. Musica par contre, il est vraiment plus proche de Haru. Natsu Grey... Natsu Grey, d'ailleurs on parlera de Grey tout à l'heure, mais je suis un peu moins... Alors on pourrait plus dire Natsu Gajil plutôt que Natsu Grey.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Ouais, je le répète beaucoup cette phrase. Mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, pour vous, quel est le personnage qui est le plus proche de Natsu. Vraiment, je parle en personnage masculin. Si on devait vraiment lui trouver un Wise ou un Musica Natsu, n'hésitez pas à me dire lequel à vous, qui vous fait penser. À qui vous fait penser à ça dans Fairy Tail. Qui selon vous est le plus proche de Natsu à l'instar d'un Musica ou d'un Wise. N'hésitez pas à me le faire savoir. Changeons un peu de sujet et parlons film Fairy Tail. Après la sortie de Fairy Tail, la prêtresse du phénix, Tatsuya Kakihara, le seiyuu de Natsu, que Mashima appelle Kaki, puisqu'il est assez proche des seiyuu de l'anime, a insisté énormément pour en avoir un autre, puisqu'il a vraiment kiffé le film La prêtresse du phénix, et donc il a forcé auprès de Mashima, et lui aussi avait beaucoup envie de faire un autre film, et il s'adressait assez souvent au comité de production des One Pictures, ou Aniplex en l'occurrence. Il s'adressait beaucoup de fois à eux, et il leur soumettait pas mal d'idées, mais ça a mis plusieurs années à arriver, et donc ça a fini par arriver, et c'est le film Dragon Cry tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et peut-être que Kaki force toujours pour avoir un autre film, hein, va savoir. Hein. D'ailleurs, quelqu'un a dit que qu'un autre film serait bien, et voire même que Mashima Hiro soit adapté en film. Ce à quoi Mashima a répondu que oui, ça serait vraiment cool et qu'il aimerait beaucoup que Mashima Hiro soit adapté en film. Changeons de registre, après les films, on repasse sur certaines anecdotes plus croustillantes, plus sympathiques, plus lestes, avec ses filles préférées dans Fairy Tail. Il n'a pas été très difficile pour lui de répondre. Il a tout de suite répondu Lucy, Wendy et Erza. Voilà. Le premier concept de l'arc de la tour du paradis devait être un rêve de Erza. C'est pas des vannes, voilà. Au cas où, il y en a qui doivent se dire en ce moment, mais quoi, enfin, MDR, voilà, MDR. Oui, ça devait être, en fait, tous les événements de l'arc ne devaient être qu'un pur cauchemar, un rêve, un cauchemar, appelle ça comme tu veux, d'Erza. En gros, rien de tout ça ne s'est passé. Sauf que ses éditeurs lui ont dit non, voilà, non, ils ont refusé l'idée. Et Mashima après a rétorqué en mode ouais, en fait, c'est vrai, vous avez raison. Ça aurait pas trop été divertissant que tout l'intégralité de l'arc n'aurait eu aucune incidence sur l'histoire. Et quand on sait ce qu'est devenu l'arc de la Tour du Paradis, je me dis quand même que ça aurait été un sacré gâchis que tout n'ait été qu'un rêve d'Erza. Franchement, pour tout ce qu'elle a apporté. Je veux dire, l'arc de la Tour du Paradis, c'est une fracture pour le manga. C'est la première Dragon Force de Natsu, c'est l'histoire de Erza, c'est Jelal, c'est le Conseil de la Magie, la première vraie implication du Conseil de la Magie. C'est quand même un arc giga important dans le manga, l'arc de la Tour du Paradis. Donc d'en faire un arc qui en fait n'aurait jamais vraiment eu lieu parce que tout se serait passé dans la tête d'Erza, ça aurait été complètement con. Soyons sérieux 2 minutes. On a vraiment frôlé la catastrophe si Mashima avait fait ça comme ça. Donc c'est pas plus mal qu'il ait décidé et que ses éditeurs en fait lui aient dit catégoriquement, enfin que son éditeur ou ses éditeurs, s'il en a plusieurs, lui ait dit non. Voilà. Je vous parlais de Grey tout à l'heure, revenons sur lui. Quelqu'un a demandé depuis quand Grey était si sexy. Et Mashima a rétorqué en mode ah bon, il est sexy. Pourtant au départ c'était juste un gars qui se déshabillait absolument sans raison et qui avait le rôle d'un pervers. D'ailleurs on se rappelle que Grey dans les premiers chapitres de Fairy Tail fumait. Ce n'est pas le cas dans l'anime puisque on sait que plus tard, enfin dès la deuxième apparition du personnage, il a totalement retiré ça. Et que il a pris le rôle par la suite du meilleur ami de Natsu. Hein. Je pense que quand il a intégré le personnage plus tard, lors de l'arc Eisenwald, où vraiment Grey s'est rendu utile pour la toute première fois, il est donc devenu le meilleur ami de Natsu et ils se sont construits un background ensemble, où ils ont grandi ensemble à la guilde et tout. Mashima il commence à construire vraiment son histoire de guilde, de famille, où certains des membres se connaissent depuis l'enfance. D'ailleurs, pour revenir sur certains moments d'écriture qu'il a changé, dont il a changé d'idée par la suite, en parlant de la fumette de Grey lors de la création du personnage, il a changé le design des clés de Lucy. Alors ça, il faudrait vraiment que je me revoie les tout premiers chapitres où on voit les clés stellaires de Lucy, parce que lorsqu'il a vu la série animée, il a vu vraiment que les clés étaient très belles, que le design des clés de Lucy était excessivement belle, et il a décidé donc de les changer pour qu'elles ressemblent à celles de l'animé. C'est pas une vanne, faudrait vraiment trouver le début, faudrait vraiment revoir les premiers designs des clés de Lucy et à quel moment elles changent. Quelqu'un a demandé également, pour revenir sur pas mal de changements d'écriture et de décisions qu'il a pris plus tard, concernant Luxus, qui n'était pas un chasseur de dragons prévu à la base, que oui évidemment c'était pas prévu, comme beaucoup de choses dans le manga.
D'ailleurs, il se rappela d'une scène particulière, une scène qui a été beaucoup appréciée à l'époque. La scène de la plage entre Erza et Djellal. La scène, où, vous savez, où Djellal plaque Erza contre le sable et s'apprête à à l'embrasser. Et donc, il se recule et il dit: je suis désolé, j'ai déjà une fiancée et tout. Et le souci, c'est que quand il a écrit cette scène, il avait absolument pas prévu au départ de justifier la réponse de Djellal. En mode, pourquoi est-ce qu'il a décidé de mentir et tout. Et le souci, c'est que ses éditeurs lui ont demandé justement de justifier cette scène en ajoutant des personnages ou en ajoutant une justification quelle qu'elle soit. Et donc, il a décidé d'ajouter Ultia et Meldy qui posent la question à Djellal de pourquoi est-ce qu'il a menti. Parce que si on n'avait pas su pourquoi. Enfin, ce que je veux dire, pour reformuler, c'est que s'il n'y avait pas eu les personnages de Meldy et Ultia qui lui auraient posé la question en mode pourquoi t'as menti, on n'aurait pas su. Ça se trouve, il avait vraiment une fiancée. Et on n'aurait pas su, en fait. Ça aurait rendu le personnage de Djellal comme un connard. Parce qu'on n'aurait jamais vraiment su s'il avait mytho ou pas. Et donc, il a préféré... Enfin, ses éditeurs lui ont donc demandé d'ajouter des personnages ou une situation dans laquelle il justifie la réponse de Djellal, de pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et donc, en l'occurrence, grâce à Ultia et Meldy, on a su qu'en fait c'était un mensonge. Vous avez compris? J'ai besoin de vous réexpliquer? Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je réexplique un peu mieux. À nouveau, quelqu'un notamment demande si Happy aura une forme humaine un jour. Question qu'il a déjà moultement répondu et qu'on lui a moultement demandé, que non, c'est un non catégorique, Happy n'aura jamais de forme humaine, parce que de toute façon il ne serait pas mignon en forme humaine, et qu'il est très mignon tel qu'il est maintenant, et qu'il a absolument pas la moindre envie, ça lui est même jamais vraiment venu à l'esprit de lui faire, enfin si, je veux dire, il l'a dessiné parce que des fans lui ont pété les couilles un jour en convention. Quelqu'un lui a demandé un Happy en forme humaine. Il a dessiné Happy bodybuilder avec la tête de chat. C'était moche. Et que de toute façon, il avait jamais vraiment voulu lui faire une forme humaine, contrairement à Carla, où ça lui va plutôt bien. Et qu'il fallait donner un petit update à Carla et la rendre un peu plus utile. Mais absolument pas le cas pour Happy. Et ça ne sera jamais le cas. Voilà, mettez-vous bien ça dans le crâne. Ça ne sera jamais le cas. Les deux dernières. Alors les deux dernières, on va passer sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. ouais, on a assez parlé de Fairy Tail tout court. Passons sur la quête de 100 ans pour finir. Quelqu'un demande s'il fera un jour revenir le gang Jiggle. J'ai pas souvenir de qui ils sont, mais si jamais ça vous parle, voilà. Si jamais un jour, si jamais à certains ça parle, le gang Jiggle, s'il pouvait les faire revenir un jour dans la quête de 100 ans, il a dit que oui, ça serait amusant de les faire revenir, mais comme le manga entre actuellement dans un arc sérieux, qui pense pas pouvoir le faire, parce que apparemment ce seraient des personnages plutôt comiques, donc comme le manga entre dans un arc sérieux, de faire revenir ces personnages maintenant, ça n'aurait aucun sens. Donc qu'il ne le fera pas pour l'instant, ou peut-être pas du tout, voilà. Et donc c'est parfait pour finir sur cette info-là, sur cette anecdote. Mashima dit que le manga Fairy Tail, la quête de 100 ans, approche de sa fin. On le connaît Mash quand il dit ça, sachant que, il me semble, au moment du tome 15, il a dit que, enfin, j'ai pas vu passer vraiment l'info à ce sujet-là, qu'à partir du tome 15, le manga était à la moitié. On le connaît hein, quand il dit le manga arrive à sa fin, c'est comme beaucoup d'auteurs hein, qui disent ça en mode Oda, hein, ça fait 15 ans que le manga ou 20 ans que le manga devrait se finir et que le manga est toujours en cours. J'exagère un peu sur les chiffres, mais t'as compris. Genre ça fait 5 ans qu'il dit que le manga se finit dans 5 ans. Donc voilà, t'as compris. Ou ça fait 10 ans qu'il dit que le manga doit se finir dans 5 ans. Voilà, t'as compris. Mashima il fait un peu la même avec Fairy Tail, la quête de 100 ans. Bah, il peut totalement se foutre de nous, tout comme il peut vraiment finir le manga très bientôt. Attention, hein. On sait qu'il revient sur certaines décisions à chaque fois, tout comme il décide de pas, de peut-être plus faire de manga hebdomadaire, il va peut-être changer de direction. Comme il dit que Eden Rock il veut en faire un manga plus long, ça se trouve ça sera pas le cas. Tout comme Eden Zero est sur le point de se finir, là pour le coup on le pense vraiment, mais il peut tout à fait rallonger encore le truc de plusieurs mois ou de plusieurs années. Bon, plusieurs années ça me semble un peu exagéré, mais plusieurs mois peut-être, on n'en sait rien. Mais c'est pas à prendre premier degré, je pense, ce genre d'infos en mode le manga se termine bientôt. Cependant, qu'il aimerait après la fin de ce spin-off, hein, parce que la quête de 100 ans n'est qu'un spin-off, même si c'est la suite directe du manga principal, il n'en reste pas moins un spin-off qui peut se regarder indépendamment, qu'il aimerait beaucoup en faire un autre après la quête de 100 ans. Et notamment, potentiellement, c'est donc pas sûr, voilà,
Gardez bien ça en tête que potentiellement ça veut dire oui ou non, 50% de chance, on n'en sait rien, peut-être qu'il changera d'avis quand ce sera le cas, mais que potentiellement qu'il ferait un spin-off centré sur le dieu Anxeram. Dieu, au cas où ça vous parle pas et que vous avez oublié, le dieu Anxeram est mentionné dans le manga principal comme étant celui qui a donné sa malédiction d'immortalité à Zélef et Mévis. Donc qui a maudit en fait tout simplement Zélef à cause de ses expériences et tout. Il a donc mis en colère le dieu Anxeram, dieu qu'on n'a jamais vu, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas quelles sont ses origines. On sait juste que c'est quelqu'un qui est mentionné et que c'est donc un dieu, en l'occurrence, t'as compris, qu'il faut pas mettre en colère puisque il a maudit Zélef, qu'il l'a rendu immortel, mais aussi qu'il tue tout ce qu'il aime. Voilà, il tue la nature, il détruit les arbres, il détruit la vie, il détruit tout. Plus Zélef aime quelque chose, plus la chose autour de lui se détruit, se détériore, et il arrivera la même chose plus tard à Mévis, qui sera également touché par la malédiction d'Anxeram. Et que ce serait une de ses idées du coup de raconter peut-être la genèse du dieu Anxeram, de nous expliquer d'où il vient, peut-être de mettre en joue de nouveaux personnages qui n'a rien à voir avec le casting habituel, donc peut-être faire un spin-off où Natsu, Lucie, la team principale, n'apparaîtra tout simplement pas du tout. Voilà, de faire un spin-off centré uniquement sur le dieu Anxeram. Moi, ça me conviendrait. Peut-être d'en faire d'autres. On pense beaucoup à la quête de la clé d'Aquarius. Peut-être faire un spin-off sur ça. Je ne sais pas. Beaucoup de possibilités s'offrent à Mashima de toute façon d'exploiter le monde gigantesque qu'est celui de Fairy Tail. Donc à voir à l'avenir ce qu'il nous fera. C'est sur ça que nous nous arrêtons. J'espère avoir été assez digeste. De toute façon, je pense que je ferai un montage correct à ce sujet. Ça sortira vendredi fin de journée. Je pense si j'arrive à la sortir vendredi fin de journée et que niveau montage, je m'en sors bien ce soir. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous très vite si Mashima décide de refaire d'autres spaces de ce genre. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en fasse plus souvent des vidéos. A plus tout le monde. Ciao, bye.